La justice interdit à Renault de fermer l'usine belge de Vilvoorde jusqu'à consultation du comité de groupe européen. La direction fait appel et confirme son intention de fermer le site en juillet, voire avant. Les internes en grève claquent la porte ce matin des négociations au ministère et multiplient les opérations coup-de-poing. Invité du journal, Jacques Barrot, pour qui il n'est pas question de défaire cette réforme de la sécurité sociale morceau par morceau. Dans les Pyrénées-Atlantiques, décès suspect d'un bébé de 19 mois dont les parents font partie d'une secte. Le football français secoué par de nouvelles affaires de dopage. Autre information développée dans ce journal, Éric Tabarly qui va reprendre la barre à 65 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la conclusion plus qu'inquiétante d'une étude épidémiologique en France. Le tabagisme pourrait causer près de 160 000 morts par an dans un quart de siècle, soit le quasi-triplement du nombre de décès recensés actuellement. Paradoxe, la consommation est en baisse actuellement en raison surtout de l'augmentation du prix du tabac. Les fabricants de cigarettes multiplient les initiatives pour enrayer cette chute de la consommation. Reportage Thibaut de Barberac, Yves Ginca. Une épidémie de cancer, c'est ce qui attend les fumeurs français dans les prochaines années, selon une étude menée par cette statisticienne. Conclusion, le nombre de victimes du tabac, 60 000 l'année dernière, va s'accroître considérablement. Alors on peut s'attendre à ce que l'épidémie atteigne quelque chose comme 160 000 morts en 2025. J'espère beaucoup me tromper, mais le problème c'est que le système a une grande inertie et que ce qu'on verra en 2025, c'est les conséquences du tabagisme d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on fume beaucoup en France. Selon Madame Hill, seule une très forte hausse du tarif des cigarettes pourrait dissuader les fumeurs. La preuve, depuis 1991 et l'importante augmentation des taxes sur le tabac, les Français fument moins et différemment. Avant, je fumais Marlboro, mais je me suis mis à acheter sans plus parce que c'est beaucoup moins cher et il y en a plus. Et il y a des taxes de plus en plus sur le tabac et on est obligé de se restreindre vu le cours de la vie. Il ne fume plus une marque de cigarette, il fume un prix. Les cigarettiers l'ont bien compris, la Winfield, la cigarette la moins chère en France, occupe la 4e place au hit-parade des ventes, 6 mois seulement après sa mise sur le marché. La guerre des prix est lancée. La loi Hénin prohibe la publicité du tabac, il ne reste donc plus que le contenu, le contenant et le prix. Eh bien, la meilleure arme de la concurrence entre les fabricants, car le marché est violemment concurrentiel, c'est le prix. Ainsi, en 1991, 18% des produits qui étaient vendus étaient des produits à moindre prix. En 1996, ils ont dépassé 50%. Les cigarettiers cherchent donc à baisser leurs prix et militent pour une diminution des taxes. Mais ceci nuirait gravement à la santé budgétaire de la France. Les anti-tabac, eux, réclament 25% de hausse. L'enjeu est la santé des Français. À Bercy, on répond simplement que le sujet n'est pas d'actualité. Les syndicats de Renault parlent de camoufler. La direction s'est vue interdire de poursuivre la mise en œuvre de la fermeture de l'usine belge de Vilvoorde jusqu'à ce qu'elle ait rempli son devoir de consultation du comité de groupe européen. Renault a fait appel de ce jugement du tribunal de Nanterre et confirme son intention de fermer Vilvoorde fin juillet et peut-être même avant, à menacer le PDG Louis Schweitzer si la production ne reprend pas. Phoebe Serias. Pour la deuxième fois en 24 heures, la justice désavoue les méthodes employées par la direction de Renault. Après la Belgique hier, aujourd'hui, c'est au tour d'un tribunal français de se prononcer. Le tribunal de grande instance de Nanterre était saisi par les syndicats français de Renault au nom de tous les salariés européens du groupe. Résultat du référé, la justice interdit à la société Renault de poursuivre la mise en œuvre de la fermeture de l'usine de Vilvoorde. Bonjour. Ça, c'est formidable. Le tribunal demande à la direction de recommencer la procédure, à savoir informer les représentants du groupe au niveau européen avant toute décision. Donc, on dit à M. le Président Schweitzer, asseyez-vous et causez. Et avant de causer de la fermeture, voulez-vous causer avec les représentants naturels que sont les représentants du comité de groupe européen? Cette décision de fermeture pour les représentants des salariés que sont les représentants du comité de groupe, elle est nulle et non avenue. De son côté, la direction de Renault a décidé de faire appel. Pas de commentaire. Renault est condamné. Oui. La procédure doit recommencer. Pour l'instant, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Renault maintient sa décision de fermer l'usine. Les salariés de Vilvoorde, eux, maintiennent la pression. Ce matin, ils étaient 500 environ dans les rues de Bruxelles. Des heurts ont éclaté devant le Parlement flamand. Les deux décisions de justice qui viennent d'être rendues vont peut-être amener la direction à renouer le dialogue avec le personnel et calmer les esprits.
Grève aujourd'hui des employés de banque, mouvement suivi par 11% du personnel selon le patronat bancaire et 35% selon EFO. À l'origine de la grogne, la modification d'un décret de 1937 sur l'organisation du temps de travail. Pour plus de précision, Jean-Paul Chapelle. Touche pas à mon week-end. Les salariés des banques s'accrochent à un décret qui date de 1937. Toujours en vigueur aujourd'hui, il interdit le travail par roulement. Résultat, impossible d'ouvrir les banques 6 jours sur 7 pour l'instant. On n'a pas envie de travailler le samedi et puis c'est surtout les horaires qui nous gênent. Parce que quand on a des enfants, il faut les faire garder, ça fait des coûts supplémentaires. C'est bien beau d'ouvrir des agences de 7h à 20h, mais au niveau structure d'accueil pour les enfants, il n'y a rien, je veux dire. Donc la vie professionnelle c'est une chose, mais la vie de famille c'en est une autre. Les clients, eux, réclament à leurs banquiers des horaires d'ouverture toujours plus larges. Ici, dans cette agence pilote, un accord exceptionnel avec 2 syndicats permet d'ouvrir du lundi au samedi. Une mini-révolution. J'étais commerçant, j'avais 2 comptes, j'avais un compte commercial ici. Ça m'aurait certainement très bien arrangé si ça avait été comme ça du temps que j'étais en activité. Le samedi c'est ouvert non-stop, donc par rapport à ce qu'il y avait avant, effectivement c'est beaucoup plus avantageux. Je trouve le samedi ouvert toute la journée très bien, mais vous pourriez fermer le lundi, ouvrir à l'heure du déjeuner, ça serait beaucoup plus pratique que de fermer à midi un quart. Pour l'instant, 2% seulement des agences du Crédit Lyonnais fonctionnent 6 jours sur 7. Mais la banque et ses concurrents compte bien se rapprocher encore des désirs de la clientèle, une fois réformé le décret de 1937. Nouveau débrayage aujourd'hui des personnels au sol d'Air France Europe, l'ex-compagnie Air Inter. Pas de perturbations trop graves sur le trafic, mais tout de même des retards d'1 heure en moyenne sur une bonne partie des vols. À noter également le préavis de grève reconductible déposé cette fois par les pilotes et mécaniciens du groupe Air Liberté et TAT. Grève à partir de mercredi midi. La grève des internes avec une rupture brutale des négociations ce matin entre les 2 ministres concernés et les délégués des grévistes qui ont donc quitté le ministère après un quart d'heure seulement de discussion en parlant de pantalonnade. Jacques Barrot, qui sera notre invité dans un instant, a répété qu'il n'était pas question de défaire la réforme de la Sécu morceau par morceau. Pour montrer leur détermination, les internes ont multiplié aujourd'hui les opérations spectaculaires. Reportage Agnès Molnier, Marie-Christine Courtès. 17h, heure d'affluence à la gare de Lyon à Paris en ce jour de départ. Pas question d'acheter un billet. Pendant 2 heures, les internes et chefs de clinique parisiens ont bloqué les guichets et plâtré les composteurs. La SNCF n'a pas verbalisé les passagers victimes de ce contretemps et les internes ont pu manifester leur colère à la suite de l'échec des négociations ce matin. Le mouvement est obligé de se durcir parce que de toute façon, on est baladé de gauche à droite, on est reçu puis éjecté, puis on nous donne un petit espoir, puis on nous remet à la porte. Il n'y a pas d'autre issue que le durcissement au point où on en est. Ce matin, les représentants des grévistes ont rencontré les ministres des Affaires sociales et de la Santé. Mais ils n'ont pas voulu négocier l'aménagement du système de reversement tel qu'il est proposé par le gouvernement. La discussion a tourné court. Non seulement le problème du reversement n'a pas été abordé, ça a été je vous le dis, répète, une pantalonnade. On nous a simplement expliqué la convention, on nous a dit de l'appliquer, ils n'ont rien bougé sur le fond, ils n'ont rien bougé sur la forme, les délais sont les mêmes, c'est une honte. Le conflit rebondit donc après plus de 3 semaines de grève. Dès aujourd'hui, certains CHU comme Marseille ont reconduit le mouvement pour le week-end. On se bat pour un principe honorable qui est l'abolition de ce système de reversement. Donc tant que ce principe-là n'est pas remis en cause, on continuera. Le 13 avril, une manifestation est prévue à Paris avec l'ensemble des syndicats de médecins hostiles à la convention médicale. Avec nous en direct du Puy, le ministre des Affaires sociales, Jacques Barrot. Jacques Barrot, bonsoir. Vous avez entendu les externes s'exprimer tout à l'heure, les internes. Certains parlent de pantalonnade. On a l'impression d'un dialogue de sourds, que chacun cherche une porte de sortie honorable et que personne ne la trouve. Je regrette que beaucoup d'internes n'aient pas pu assister à la réunion de ce matin, car ils verraient que leur porte-parole qui vient de s'exprimer ne dit pas la vérité. Je le dis. En mon âme et conscience, nous avons mis sur la table, au début de la réunion ce matin, un document de travail avec des propositions que le Premier ministre vient de qualifier ce matin comme très importantes. Qu'est-ce qui explique selon vous alors ce durcissement, le fait qu'ils aient quitté la réunion au bout d'un quart d'heure de discussion? Pour moi, c'est inexplicable. Nous avons passé, Hervé Guémard et moi, 5 heures mercredi soir.
Et certains d'entre eux avaient jugé que nos propositions, notre démarche était, je les cite, intéressante. Nous n'avons pas, après avoir consulté les partenaires sociaux, modifié l'essentiel de cette démarche, qui veut qu'il y ait un comité de suivi, qui veut que ces reversements éventuels ne s'appliquent pas avant 2 ans, qu'entre-temps on se mette vraiment au travail pour une maîtrise médicalisée qui évitera de recourir à ce reversement, qui est le parapet de la réforme. Eh bien, nous avons proposé, nous avons donné des dates pour la semaine prochaine de rencontres sur des sujets capitaux, des sujets très importants pour l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a vraiment le sentiment ce soir d'une situation totalement bloquée. Nous l'avons montré, Hervé Guémard, mais aussi les parlementaires qui ont été à la rencontre des internes, nous sommes tous mobilisés pour expliquer, écouter, voir tout ce qui pouvait être amélioré. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent encore, dans leur mise en place, être perfectionnées. Encore faut-il que la jeune génération pour laquelle nous faisons notre âme et conscience cette réforme veuille bien comprendre quel est le véritable enjeu. Et le combat qu'ils mènent ne peut se justifier que s'il est positif, qu'il n'est pas simplement, en quelque sorte, l'expression de tous les mécontentements de ceux qui ne veulent rien faire, rien changer dans ce pays. Est-ce que le fait que les internes ne soient pas structurés de façon traditionnelle, disons sur le plan syndical, est-ce que ça ne complique pas votre tâche de négociateur? Bien sûr, depuis 1 mois, nous avons changé d'interlocuteur et les revendications sont succédées. Pour certaines d'entre elles, l'absence de tout reversement pendant les 7 premières années d'installation, cela a été acté. Ensuite, les mêmes qui ont claqué la porte aujourd'hui ont fait évoluer les choses, notamment la réflexion sur les modalités d'un reversement plus juste si jamais ce reversement devait avoir lieu. Nous nous avons donné déjà des rendez-vous pour la semaine prochaine sur des chantiers précis de la maîtrise médicalisée. Pourquoi entrer dans la salle pour claquer la porte? C'est une question qui, pour l'instant, reste sans réponse. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler dans les tout prochains jours. Merci Jacques Barrot d'avoir été notre invité ce soir. Une bonne nouvelle sur le front économique. Le commerce extérieur français a établi un nouveau record en janvier dernier avec un excédent de 11,7 milliards de francs. Des données qui intègrent pour la première fois les départements d'outre-mer, jusqu'à présent considérés par les statisticiens comme territoire étranger. Un bébé de 19 mois est mort hier dans une communauté fondamentaliste installée dans les Pyrénées-Atlantiques. Souffrant depuis sa naissance d'une déficience cardiaque, cet enfant n'aurait pas été suivi médicalement. Les parents, en tout cas, ont été placés en garde à vue. Sur place, François Privat, Philippe Ritten. Hier matin, Raphaël, 19 mois, est découvert mort dans l'une des chambres aménagées de cette vieille ferme qui appartient à l'ordre apostolique de Tabitha's Place. C'est le responsable de cette communauté d'origine américaine qui prévient les gendarmes. Mais sur place, le médecin refuse de signer le permis d'inhumer. L'enfant pesait 4,5 kg pour une taille de 75 cm. C'est un enfant qui est né en août 1995 et qui au minimum aurait dû faire une dizaine de kilos. Rapidement, les parents de Raphaël sont placés en garde à vue. L'autopsie effectuée cet après-midi a permis d'établir que l'enfant souffrait de malnutrition et d'une grave malformation cardiaque. Mais il n'a subi aucun sévice corporel. Au sein de la communauté de Tabitha's Place, la vie continue. Leurs membres ont refusé d'être interviewés. Ils s'en sont tenus à un communiqué lu à l'ensemble de la presse. En ce qui concerne la mort de l'enfant, nous avons prévenu les gendarmes. L'affaire est maintenant dans les mains de la justice qui décidera. Nous sommes désolés de cet accident. L'enfant avait des problèmes cardiaques et c'est une mort naturelle. On a parlé de nous dans un rapport de l'Assemblée nationale comme étant une secte dangereuse prête au suicide. Or, on ne fait jamais mention de nous dans ce rapport, sinon dans un répertoire de tous les mouvements compris entre 50 et 500 adeptes. Installée depuis 1983 dans un grand château près de Pau, cette communauté vit en respectant des préceptes issus de la Bible. Ses membres sont végétariens. L'association de défense des familles et de l'individu est virulente à l'égard de Tabitha's Place, qu'elle accuse entre autres de ne pas médicaliser ses enfants. Ils refusent tout suivi médical, ils refusent toute obligation légale. En particulier, ils refusent toute vaccination pour les enfants, tout suivi des femmes enceintes. Si leur responsabilité dans l'état de malnutrition de leur enfant est prouvée, les parents de Raphaël risquent une mise en examen pour privation d'aliments ou de soins ayant entraîné la mort d'un mineur, un acte puni par 30 ans de prison. Les sectes et l'enfance en danger, ça sera précisément le thème de notre magazine La France en direct, lundi sur France 2 à 22h30.
À 14 mois de la phase finale de la Coupe du Monde de football organisée en France, deux affaires bien différentes viennent de rappeler la complexité du problème du dopage. Première affaire, celle qui concerne Bernard Lama, contrôlé positif au cannabis lors d'un stage de l'équipe de France en février. Lama est en pétard, si j'ose dire. Le gardien du PSG a demandé une contre-expertise. Bernard Lama risque 2 mois de suspension, une peine qui avait déjà touché son collègue Fabien Barthez en octobre 1995. Autre affaire, celle qui touche l'attaquant lillois Jérôme Garcion, suspendu 9 mois pour usage d'anabolisants, qui proteste haut et fort de sa bonne foi. Laurent-Frédéric Bollet. Sourire aux lèvres ce matin à l'entraînement, c'est pourtant l'homme par qui le scandale arrive. David Garcion, 23 ans, prêté par Nantes à Lille, contrôlé positif aux anabolisants le 20 décembre dernier et condamné hier par la fédération à 18 mois de suspension, dont 9 fermes. Une première dans le foot français, une première grave, même si David Garcion entend clamer sa bonne foi. On peut pas nier la présence quand même du produit. Il y a eu expertise et contre-expertise. La seule chose que je peux nier, c'est de l'avoir pris volontairement. Je dirais qu'il y a deux possibilités. La première, c'est qu'elle a été mise à mon insu d'une manière volontaire. Et la deuxième, c'est qu'elle a été mise à mon insu par inadvertance. Les anabolisants sont utilisés pour augmenter la masse musculaire et donc la puissance. Dans le cas des footballeurs, améliorer les capacités des membres inférieurs est évidemment un plus. Mais c'est surtout la manière de prendre ces produits qui représente un élément important. Quand on utilise l'anabolisant, il faut bien reconnaître que la forme la plus traditionnelle d'utilisation, c'est la forme injectable. Donc il faut faire une intramusculaire. Il y a certaines formes en comprimé qui sont rares et qui sont quasiment pas commercialisées en France. Donc je crois que c'est relativement difficile de ne pas savoir. Ou alors, il faut être naïf et ne surtout pas faire confiance à son club. Comme toujours, ce sera la parole des uns contre la parole des autres, au-delà des analyses scientifiques et de la morale sportive. Le club de Lille a en tout cas décidé de soutenir son joueur dans sa volonté de faire appel. C'est un garçon qui est plein de talent, naturellement, qui a une belle carrière devant lui, qui a la volonté de toujours la faire. Je ne vois pas pourquoi il aurait pris un risque aussi inconsidéré. Les questions donc pour l'instant demeurent, mais le foot français connaît là son premier dossier embarrassant de dopage, volontaire ou non. En première instance, Roland Courbis, entraîneur des Girondins de Bordeaux, a été condamné à 6 mois de prison ferme pour fraude fiscale dans l'affaire de la caisse noire du Sporting Club de Toulon. Christian Proutot, l'ancien chef de la cellule antiterroriste de l'Élysée, a été entendu hier aussi longuement que discrètement par un juge d'instruction au sujet de ses archives personnelles, des archives qui semblent attester que François Mitterrand était très précisément tenu informé de certaines écoutes pratiquées de 82 à 86. Des documents qui relancent également l'affaire dite des Irlandais de Vincennes, qui semble s'avérer comme un véritable montage. Pascal Doucet-Bon. 8 heures d'audition et un Christian Proutot fatigué et peu bavard à l'issue de son premier entretien sur le fond avec le juge Vallat depuis la découverte de ses archives personnelles dans son garage. Des archives très instructives sur les écoutes téléphoniques, mais aussi sur l'affaire des Irlandais de Vincennes. Ils étaient nombreux à attendre d'y avoir accès. Paul Baril, ancien membre de la cellule antiterroriste, y a vu de quoi conforter ses thèses. Traquer les terroristes, quels qu'ils soient, les infiltrer, les neutraliser, les manipuler de manière à ce qu'ils ne frappent pas en France, c'est le travail de Proutot. Et sur l'affaire des Irlandais, c'est parfait. Quels qu'en soient les moyens. Quels qu'en soient les moyens. Le but, les terroristes, eux, ils frappent par n'importe quoi. Le 28 août 82, rue Diderot, à Vincennes. 3 Irlandais sont arrêtés par le GIGN. On retrouve chez eux du plastique et 3 pistolets. 5 mois plus tard, le journal Le Monde parle de manipulation, de fabrication de preuves de la part de la toute récente cellule antiterroriste de l'Élysée. L'affaire ira devant la justice. Bernard Géga, l'homme qui était à l'origine de l'enquête sur les Irlandais, affirmera plus tard avoir remis les fameuses armes à Paul Baril, qui les aurait placées dans l'appartement, ce que l'intéressé a toujours nié. Bernard Géga a été condamné à 15 mois de prison avec sursis. Il s'est battu pour que soit reconnue la responsabilité de Paul Baril. La justice ne l'a pas entendu. Il est décédé des suites d'une longue maladie en 1995. Ce qu'il a fait à Vincennes en arrêtant les 3 Irlandais, c'est un crime. Cet homme est impuni pour son crime. Alors, quelle dérision la justice française. Quelle dérision. Il faut en rire ou en pleurer. Jean-Michel Beau, lui aussi, veut toute la vérité. Il ne cesse de le crier et de l'écrire depuis le début. Ce gendarme avait fermé les yeux sur la bien curieuse procédure de Vincennes et demandé à ses subalternes de se taire. Il a été condamné, mais a toujours affirmé que Christian Proutot était au courant.
Je veux entendre condamner M. Proutot comme l'organisateur suprême de cette sombre affaire. Je veux entendre M. Baril être condamné pour ce montage scandaleux qui consiste à déposer des éléments de preuve chez des soi-disant suspects. Les archives de Christian Proutot montrent que celui-ci demandait à l'Élysée qu'on ménage Géga. Avait-il peur de ces révélations? A-t-il menti à la justice en niant toute implication dans l'affaire de Vincennes? Le juge Yves Madre ne manquera pas de se poser la question. À Périgueux, fin ce soir du procès de Francis Holm et de Didier Gentil, accusés tous deux du meurtre d'un jeune appelé il y a près de 11 ans. Le procureur a requis cet après-midi le maximum contre les deux accusés qui, jusqu'au bout, ont nié les faits. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, José Poulestex. Ils ont l'âge de la victime. Depuis 4 jours, de nombreux jeunes tentent de pénétrer dans la cour d'assises. Ce procès est pour eux une double approche, d'abord avec la justice, ensuite avec un autre monde. Le monde des routards du crime, le plaisir pervers de deux hommes, la fureur alcoolique de Didier Gentil, le sadisme assoiffé de sang de Francis Holm, selon les propres mots de l'avocat général. Leur vie est jalonnée de trop de morts d'innocents, poursuit le magistrat, pour qui la culpabilité des deux hommes ne fait aucun doute. Il requiert 30 ans contre Didier Gentil, qui est pour lui l'instigateur de cette sordide messe noire. Il requiert entre 20 et 30 ans contre Francis Holm, compte tenu de sa maladie génétique qui peut atténuer sa responsabilité. Pour l'avocat de Francis Holm, c'est encore trop pour quelqu'un qui se dit innocent du meurtre et qui, par ses confidences, a fait avancer l'enquête. J'estime que ce n'est pas assez tenir compte du fait que Francis Holm est véritablement celui qui a permis aujourd'hui à la justice de passer alors qu'elle tâtonnait, c'est le moins qu'on puisse dire. La défense des deux accusés plaide l'acquittement, mais à quelques heures du verdict, il faut bien constater un renversement de situation. Au départ, ce procès était avant tout celui de Francis Holm, le tueur en série, avec un complice nommé Didier Gentil. Ce soir, les rôles sont inversés. À Versailles, la Cour d'appel a ordonné un supplément d'information dans l'affaire du sextuple meurtre de Louvcienne. Alexis, qui avait 16 ans au moment des faits, a été mis en examen pour l'assassinat de son père et de 5 autres adultes, tous de nationalité russe. La justice française a demandé au parquet général de Russie la transmission de certaines pièces pour compléter un dossier déjà bien ténébreux. Thierry Curté. Y a-t-il un rapport entre l'assassinat d'Eugène, citoyen russe commis en France en février 1995, et le meurtre de son frère, Dimitri, abattu 18 mois plus tard en Biélorussie? C'est ce que veut savoir la justice française. La maison de Louvcienne n'a peut-être pas livré tous ses secrets. Dans un premier temps, c'est Alexis, 16 ans, qui s'accuse du meurtre de son père, Eugène, et des 5 témoins ici à Louvcienne. Mais il se rétracte ensuite, expliquant qu'un homme, à travers lui, a réglé ses comptes. Un mystérieux homme en noir qui aurait assassiné ensuite le reste de la famille. La version d'Alexis, peu crédible au départ, va être renforcée par l'assassinat cet hiver de son oncle. Un meurtre qui pose de nombreuses questions. La justice française a ordonné un supplément d'enquête. Ce supplément d'information, nous n'en connaissons pas encore le contenu. Évidemment, nous saurons dans les jours qui viennent quelle sera l'orientation que prendra la chambre d'accusation. Et si elle souhaite, la chambre d'accusation, obtenir un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui pourraient venir effectivement d'étrangers, notamment de Russie ou de Biélorussie. Voici un extrait de compte de la Société du Père, où l'on découvre que l'actif était passé, quelques mois avant sa mort, à plus de 450 millions de francs, toujours grâce à des relations douteuses dans un pays en pleine déliquescence. C'est cette société et cette fortune que va gérer son frère Dimitri, avant d'être assassiné à son tour. Pour le parquet général de Russie, les deux affaires sont liées. Elles ont une forte odeur de mafia russe. La justice française, elle, veut prendre connaissance de tous les éléments du dossier avant de trancher. À Nice, 5 personnes ont été écrouées dans le cadre de l'enquête sur l'attaque meurtrière d'un fourgon blindé de la Brinks en 1995 à Lille, attaque au cours de laquelle l'un des convoyeurs avait été tué. Enquête Léo Lamberton, Anne Mourgue. Caché dans le coffre d'une voiture, les enquêteurs ont saisi ses armes de guerre. 3 kalachnikovs, 2 fusils mitrailleurs, mais aussi des grenades et des explosifs. Un arsenal qui devait servir pour une nouvelle attaque contre un fourgon blindé, cette fois dans le sud de la France. C'est dans ce parking, dans un centre commercial de Montpellier, que les policiers du SRPJ de Lille, en charge de l'enquête, ont découvert le véhicule. 2 hommes ont été interpellés non loin de là. Ils devaient préparer le terrain avant que leurs complices ne viennent les rejoindre. Des complices originaires du nord de la France. 3 d'entre eux ont été interrogés pendant 24 heures par les enquêteurs avant d'être écroués cet après-midi. Une bande organisée qui visiblement n'en était pas à son coup d'essai.
Certains d'entre eux pourraient avoir participé à une attaque contre un fourgon de la Brinks près de Lille. C'était en novembre 1995. Un convoyeur de fonds avait été tué. Les malfaiteurs s'étaient enfuis avec 15 millions de francs. Ils pourraient également être mêlés à des attaques en Belgique. Depuis 2 ans, elles se sont multipliées. Les policiers espèrent avoir aujourd'hui neutralisé les éléments les plus dangereux de cette bande organisée. La Commission nationale d'indemnisation a accordé aujourd'hui 100 000 francs à Richard Roman, acquitté en 92 après 46 mois de prison, et cela dans l'affaire de l'assassinat de la petite Céline Jordan. Et 600 000 francs accordés à Jean Chouraki, qui avait fait, lui, 28 mois de prison avant d'être acquitté en 94 dans l'affaire de la guerre des cliniques de Marseille. Cette somme de 600 000 francs est l'indemnité la plus forte jamais accordée depuis la création de cette commission en 70. Réouverture demain du parc Astérix dans l'Oise. Les Gaulois résistent plutôt bien à la bande à Mickey, puisqu'Astérix et Obélix ont reçu la visite l'an dernier d'1 700 000 visiteurs. Ce parc bénéficiaire est en outre créateur d'emplois. Reportage Luc Bazizin, Jean-Louis Boussert. Voici l'un des 12 travaux d'Astérix. Des tailleurs de menhir à cheval, non pas sur un bloc de granit, mais sur de la résine moulée. Le dieu Zeus se fait faire une beauté avant l'ouverture du village gaulois. On n'a pas souvent l'occasion, en dehors des parcs d'attractions, malheureusement, de faire des pièces qui font 11 mètres de haut, qui pèsent 6 tonnes. Ça, c'est sûr que c'est pas tous les jours on peut faire ça, quoi, hein. Plus de 80 métiers expriment leur talent sur ce parc, soit 180 salariés et 1000 saisonniers. Une montagne en bois de 32 mètres de haut domine maintenant le petit village gaulois. Un investissement de 48 millions de francs dû à une seule potion magique, le Bénéfix. Ici, la monnaie unique existe depuis toujours. Par décision du chef du village de Sesterces a une équivalence permanente avec le franc. Un sesterce égale un franc. Mais donc, dès que l'euro sera en place, un sesterce égalera un euro, ce qui permettra de faire des plus-values intéressantes. Le vitrier Aquatix fait son possible pour que le dauphin reste frais. En plus de la petite trentaine d'attractions, on compte une quinzaine de spectacles par jour. Ici, une histoire de gendarmes et de voleurs avec un Marcel, sauveur de la Joconde. On a Marcel qui serait une sorte d'Obélix, je dirais, et les flics qui seraient des Romains, et avec les Goths et les Visigoths qui seraient les voleurs, et puis finalement c'est le Gaulois qui gagne. Gagner, décidément une idée fixe pour Astérix et ses compagnons. Ouverture également demain, mais cette fois porte de Versailles, à Paris, du 18e salon mondial de la maquette et du modèle réduit. Pas moins de 10 000 modèles exposés jusqu'au 13 avril, et il y en a pour tous les goûts, comme en témoigne ce reportage de Romuald Bonan et Alain Poirier. Certains d'entre eux avaient disparu des jardins, enlevés dit-on. Et voilà qu'on les retrouve au salon des modèles réduits. Voici les nains de jardin. Ils ont eu quelques problèmes récemment avec des kidnappings de nains, notamment à Montpellier. Donc on nous a invités gentiment au salon de miniature pour pouvoir les présenter, et puis que les gens prennent conscience qu'ils sont là pour... sont des êtres inoffensifs et qui portent bonheur généralement aux gens. Allons, prenons un peu d'altitude. J'ai eu un à-coup là. Atterrissage laborieux, démarrage difficile. Sur le terrain d'aviation, place aux soucoupes volantes tigrées. Place aussi aux virtuoses de la manette et aux retraités zélés avec toujours la même passion pour les objets volants. C'est pas la peine de brancher les filles. Moi je suis pas bon pilote parce que maintenant je vois plus trop clair, alors je les fais piloter par les autres. Retour sur le plancher des vaches avec les trains qui passent, le modèle tout temps, prévu pour fonctionner dans le jardin, sans les nains, mais avec tôle laquée, comme la voiture de papa. Pour maman, le train en or et diamant à l'échelle Z, la plus petite, 6 mm d'épaisseur, 23 000 francs. Si vous le sortez du coffre, il fonctionne. Il y a aussi ces petits bijoux de l'association Vapeur Club de France. Le régulateur qui permet de faire varier la vitesse de la locomotive. Ici, la porte du foyer pour remplir au charbon. Une association qui, au passage, cherche une commune d'accueil. Enfin, jetons-nous à l'eau. Mi-automate, mi-modèle réduit, les barques envahissent les plans d'eau. Celle-ci, je la fais marcher avec un poste, tout ce qu'il y a de simple. Absolument, j'ai que 2 voies, et avec 2 voies, j'arrive à faire, vous voyez, pivoter le personnage de cette façon. Ici,
Tout se croise. Les requins, les galions et même Géodis, le bateau de Christophe Auguin, vainqueur du dernier Vendée Globe. Transition toute trouvée pour évoquer l'information suivante. Tabarly remet les voiles. À 65 ans, le premier héros français des mers s'apprête en effet à prendre le départ de la Transat en double en octobre prochain. Florent Gautreau. Un mythe, une légende, un héros. Éric Tabarly avait déjà sa place dans les plus belles pages de l'histoire de la voile. Mais voilà, le vieux loup de mer n'aime pas la terre ferme. Depuis quelques mois, il a des envies de grand large. Alors il a pris sa décision. À bientôt 66 ans, il veut à nouveau naviguer en compétition. Alors il n'y a pas d'âge limite pour faire de la voile et de la compétition? Oh, il doit y avoir, si, des moments où on ne peut plus. Moi, physiquement, je me sens pas encore trop mal, donc de ce côté-là, ça doit aller. Tabarly, c'est la figure de proue de la voile française, une référence pour tous les jeunes marins. Il a navigué sur toutes les mers du monde, parcourant plus de 700 000 km. Il a remporté 2 fois la Transat anglaise à bord de ses bateaux fétiches, les Penwick, mais depuis 3 ans, on ne l'avait plus revu en compétition. Oh ben moi j'aime bien toujours la course, c'est sûr. Bon, puis naviguer sur des bateaux intéressants, naviguer avec un autre bon marin, bon bah c'est toujours intéressant. Et Tabarly a trouvé le bon skipper, ce sera Yves Parlier qui vient de terminer le Vendée Globe. Les 2 hommes navigueront ensemble à bord d'Aquitaine Innovation dans la Transat en double Le Havre-Carthagène. Tout est réglé, Tabarly n'a plus qu'à embarquer. Bon, j'ai passé l'âge de m'embêter à chercher des sponsors et tout ça, ça me fait... C'est très... Puis en plus, c'est tellement aléatoire. On se dit, on va se faire suer pendant des mois à chercher un sponsor et puis on va sans doute rien trouver. Est-ce que vous êtes toujours le même passionné qu'il y a 20 ou 30 ans quand vous étiez sur Penwick? Oh, j'aime toujours ça, peut-être un peu moins quand même, mais enfin j'aime toujours beaucoup ça. À la Saint-Isidore, honneur au Pandore à Cognac vient de s'ouvrir le 15e festival du film policier. C'est toute une région qui vit au rythme du polar. Reportage stéphanoman Didier Rancoeur. Sur les bords de la Charente, la ville natale de François Ier. Cognac, devenu au XVIIe siècle capitale française des eaux-de-vie, sommeil, bucolique. Mais quand frappent les 3 coups du festival, avis aux âmes sensibles, suspense insoutenable, mitraillage en règle, tête connue mise à prix, l'action c'est grisant, surtout quand on est armé d'une caméra. Est-ce que vous pourriez lever les mains pour l'interview, s'il vous plaît? Lever les mains? Oui. Les 2 là? Voilà, comme ça? Vous me débarrassez? Oui. Alors, dites-moi, est-ce que vous aimez les films policiers? Oui, sinon je serais pas là. Surtout que je viens d'assez loin. On peut pas être policier sans aimer les films policiers. Pris en flagrant délit aux côtés de Claude Chabrol, Roland Joffé, le réalisateur Palme d'Or à Cannes en 86 et président du jury à Cognac. Cela vaut bien un petit interrogatoire. Un metteur en scène, c'est curieux, enfin, je dois dire la vérité. Dans une certaine manière, un metteur en scène, il est agent policier, parce que c'est lui qui dirige les choses. Mais en même temps, s'il est malin, il est aussi le criminel, parce qu'il prend de l'argent partout, il manipule les choses, il raconte des petites histoires. Seulement 7 films en compétition, dont 6 sont américains. La 15e édition du festival est un cru honnête, selon les jurés. C'est pas la violence qui m'attire en premier lieu, c'est la tension qui vient d'un aspect psychologique. C'est peut-être plutôt un côté thriller que j'aime. Moi j'avais beaucoup insisté pour qu'on ait au moins un nanar comme tous les ans, mais cette année on ne peut pas dire, il y en a un qui est à la limite. Au festival du film policier, autant l'avouer, c'est toujours du cinéma. Alors si vous croisez un mort, dites-vous qu'il y avait forcément un trucage. Vers 23h40, le dernier journal vous sera présenté par Florence Daucher. Demain à 7h, thé ou café. Dans notre série Tous dégradent, confirmation dans un instant de la dégradation du temps sur la moitié nord du pays. Le point route de Valérie Maurice avant les premiers grands départs pour les vacances pascales. Rendez-vous demain 13h et 20h. Excellente soirée, merci.